Bien, très bien. Donc, comme nous sommes ici dans le sujet assez crucial qui est toutes ces entreprises qui sont en train, en tout cas ceux qui les créent et les dirigent, de devenir richissimes grâce à ce nouvelle zone d'altruisme qui est la gestation pour autrui, mais je n'ai pas trouvé d'entreprise qui accepte de venir nous exposer tout ce qu'elle faisait, ni d'avocats d'affaires qui ont voulu accepter de venir nous expliquer comment ils rédigeaient leur contrat, ni de personnes ayant recouru à leur service. Donc nous ne sommes que 3, ce qui va nous permettre de rattraper un peu de temps. Donc je vais à la fois me donner la parole et me rappeler qu'il ne faut pas dépasser un quart d'heure. Donc, et en plus, comme c'est vrai que c'est moi qui ai fixé les termes et les intitulés, et donc comme je me suis demandé à moi-même de faire la vision d'anticipation, je vais donc traiter la vision d'anticipation de ce que va être le futur, me semble-t-il, de ces intermédiaires, et je ne souhaite qu'une chose, c'est d'avoir tort. Alors, comme je pensais qu'Étienne ferait des slides, parce que j'ai toujours vu Étienne faire des slides quand il faisait du coup, j'ai fait des slides pour être en harmonie avec Étienne, et il n'a pas pris de slides. Mais comme moi, je n'ai fait que des slides, je vais donc les projeter si Olivier veut bien me mettre le truc, et après, j'ai qu'à cliquer. Alors, donc, la question, semble-t-il, essentielle, c'est de savoir, dans l'avenir, qui va faire la loi. Alors, au début, il y a longtemps, hélas, je me tourne vers une autre juriste. Il fut un temps où celui qui faisait la loi, c'était le droit. Pourquoi ? Parce que le droit, il est dans l'ordre du performatif. Il suffit que le droit parle, et puis, ce que le droit a dit, c'est la loi. Donc, par exemple, le droit dit... Les contrats de mère porteuse sont interdits. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que je suis le politique. Je suis le politique. Je décide de la loi commune. Je l'ai dit. C'est tout. Je suis le droit. Bon, c'est vrai que je vous dis ça parce que je suis juriste. Bon, c'était le bon temps, hein. Après, il y a d'autres ordres. Il y a l'ordre de la nature. Là, c'est l'ordre du biologique. C'est un autre ordre. Ensuite, il y a l'ordre des mœurs. L'ordre des mœurs, c'est l'ordre des pratiques. Il y a des choses qui se font. Qui se font depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours, les hommes font des femmes. Joli lapsus. Depuis toujours, les hommes font des enfants avec d'autres femmes que leurs épouses. Mais oui, depuis toujours, les couples homosexuels élèvent des enfants, et très bien. Oui, des femmes se font faire, des femmes en couple lesbien se font faire des enfants. Et puis ensuite, les élèves très bien, et des couples homosexuels hommes se débrouillent avec une amie, et ensuite élèvent très bien l'enfant. Bon, bien sûr, c'est une pratique. Et puis ensuite, il y a un phénomène qui maintenant prétend être un ordre, c'est le marché. Et il a un ordre, c'est l'ordre du désir. C'est un ordre qui, éventuellement, n'attend pas que le premier ordre du performatif lui dise « Tiens, ça, tu peux le prendre, je t'autorise à le prendre. » Non, il dit « Ce qui est objet d'un désir, il sera chez moi s'il y a quelque chose qui est objet d'un désir, et s'il y a quelqu'un qui veut bien, qui consent à proposer un objet du désir, alors ce sera chez moi, car l'ordre du désir, c'est chez moi. Donc, que va-t-il se passer ? Classiquement, la filiation est une institution. C'est une institution fondamentale. C'est le politique qui a posé la filiation, parce que la filiation, c'est ce qui permet à une société de perdurer dans le temps. Il faut que le nom se transmette, les patrimoines se transmettent, etc. La filiation, c'est une institution politique. Du coup, ça met un rapport avec la nature qui doit donner une vraisemblance biologique le plus souvent dans 90% des cas. Le père
père de l'enfant est le mari de la mère. Et de toute façon, il y aura une soumission du biologique au droit, car c'est certes le droit qui dira qui est l'enfant de qui, mais il y aura quand même une présence du biologique, car le droit ne pourra pas poser des filiations invraisemblables biologiquement. Par exemple, on ne permettra pas des adoptions d'enfants au bénéfice de personnes qui ont 85 ans. Non, on ne le permettra pas parce que c'est invraisemblable biologiquement. Ensuite, il y a les mœurs. Et les mœurs, on va dire que qu'est-ce que c'est que la filiation ? La filiation, c'est lorsqu'il y a des adultes qui s'occupent très très bien des petits-enfants, qui vont chercher les petits-enfants à l'école, qui les éduquent. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour papa, bonjour maman, bonjour papa, bonjour papa. Ça, c'est une filiation, c'est l'affection. Et du coup, il va y avoir une influence des mœurs sur le droit. Mais bien sûr, le droit, c'est aussi un lien social, c'est aussi une pratique sociale. Ça va changer la définition de la filiation, qui va devenir une relation bilatérale entre les adultes et l'enfant, une relation avant tout affective, une relation d'amour entre les grands et les petits, une relation de droit privé. C'est la vie de famille. L'État n'a rien à voir avec cela. Mais du coup, ça a un choc sur la nature, parce que si la filiation c'est papa, maman, l'école, la vie de famille, le dîner, qu'est-ce qu'on fait dimanche? As-tu bien fait tes devoirs? Disparition de l'acte sexuel, couple parental, couple conjugal. Et ce qui se passe dans la chambre en coucher, ça ne regarde pas l'enfant. Disparition de l'acte sexuel et disparition de la différence sexuelle. Car enfin, bien s'occuper de l'enfant, pourquoi faudrait-il être un homme et une femme? Ce n'est pas nécessaire dans une filiation ainsi conçue par les mœurs qui influencent le droit. Et là va apparaître le marché, car le marché va récupérer ce qui est d'abord un désir amoureux dans le couple, un désir amoureux dans le couple qui est prolongé par l'enfant. Car enfin, est-ce que nous pouvons vraiment être un couple amoureux si nous n'avons pas cet couple qui est prolongé par l'enfant, l'enfant qui est le prolongement de notre amour? Et là apparaît le désir d'enfant qui va être ô combien excité par un marketing des entreprises qui vont dire désir d'enfant, Noël, Noël, gâteau de Noël, gâteau de Noël. Et alors là, j'imagine que vous regardez comme moi les publicités sur Noël. Et là, non seulement désir d'enfant, mais surtout désir d'un enfant qui me prolonge, désir d'un enfant qui me ressemble, un mini-moi. Donc, même pas désir d'enfant, désir de se reproduire. Je veux me reproduire et éventuellement, je veux me reproduire toute seule. Parce que merci un mari, certainement pas. Oh ben non. Et si j'étais un homme, je dirais une épouse. Oh ben merci bien. Non. Mais un enfant qui me ressemble, ah bah oui, aussi mignonne, aussi sympathique que moi, oh bah ça volontiers. Donc je veux me reproduire au sens littéral. Et le marché va dire, pas de problème, vous avez ce désir, eh bien je vais vous créer l'offre. Et là, le marché va demander au droit de changer, car enfin, le droit, contrairement à ce que dit Édienne en toute modestie, le droit, il va être là pour servir le marché. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner, mais je suis dans l'anticipation, et j'espère que ce sera bien ainsi, car tout ce que j'attends, c'est qu'on me dise que j'ai tort. Ça va vous donner l'affiliation comme service. Moi, ce que je veux, c'est un enfant tout joli, tout mignon, enfin comme moi, un enfant qui me ressemble. Service? D'ailleurs, j'ai tout le droit européen, économique pour moi. Je me ferais un plaisir, si je voulais paraître savante, de vous servir la jurisprudence de la Cour européenne, de l'Union européenne, c'est-à-dire le droit économique. À moi, la liberté de prestation. La filiation, c'est une prestation. Et j'ai toute la jurisprudence pour moi. La jurisprudence économique. La prestation est un
la filiation est un service dont je veux la délivrance. La délivrance. Ensuite, la parentalité. Mais qu'est-ce que c'est que la parentalité? C'est mon droit. Moi, j'ai le droit d'être parent. Et c'est un droit personnel. C'est mon droit subjectif. Et que si jamais, oh, je sais pas, là, j'ai un mari, bah lui aussi veut être parent. Pas de problème. Avant, mais dans l'ancien monde, dans le monde des réactionnaires, quand on était tous les deux pour faire un enfant, ça s'appelait dans le monde, on veut dire la parentalité. Vous savez maintenant comment ça s'appelle? Ça s'appelle la coparentalité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les deux, chacun parents. Et nous nous associons. Donc, chacun, nous avons un droit subjectif à être parent, mais si jamais je trouve assez bien de m'associer avec un homme, parce que finalement, pourquoi pas, l'enfant aurait un papa, ou non, tiens, je vais m'associer plutôt avec une femme, et comme ça, il aura deux mamans, eh bien, nous aurons un projet commun de coparentalité. Pourquoi? Parce que la parentalité est un droit subjectif, car dans le monde du marché, il n'y a pas de droit objectif, il n'y a que des droits subjectifs, car le droit subjectif, ce sont des prérogatives individuelles. Il suffit que je les revendique et que je trouve, puisque je suis créancière, il suffira que je trouve un débiteur et quel sera mon instrument juridique. Ça s'appellera le contrat. Car vous avez remarqué que tout aujourd'hui, nous n'avons jamais parlé de loi, nous n'avons jamais parlé que de contrat. Jamais de loi, toujours de contrat. Un contrat, c'est ce qui me permet de faire ma petite loi autonome, portative, à ma main. Les mœurs. Les mœurs, elles vont devenir magiques. C'est non plus des pratiques, c'est de la magie, c'est de l'anticipation. Hein. Donc, tout ça, c'est faux. N'écoutez pas, c'est faux. C'est des mœurs magiques. Il y avait récemment un article où il y avait des personnes ayant passé un contrat de gestation pour autrui et qui disaient « Nous avons dit à l'enfant qu'il n'avait pas de mère ». Et qui a fait l'enfant? Alors le journaliste disait, mais qu'est-ce que vous allez dire à l'enfant quand il veut dire, mais qui m'a fait? Et les deux pères ont dit, il n'y a pas de problème. Nous allons lui dire qu'elle a été faite par la fée bleue, ou nous allons lui dire qu'elle a été faite par Dame Nature. C'est les mœurs magiques. La nature. Alors la nature, c'est le sous-jacent du marché. Le marché se développe en vendant la nature. Et la nature, ça vaut très très cher. Quand on vous a écouté toute cet après-midi, et bientôt on va vous écouter, j'attends avec grande impatience d'écouter la valeur première. Ah, moi je sais, hein, j'arrête d'être prof de droit. Hein. Je me mets immédiatement dans le business de l'intermédiaire. Car je sais que la nature, ça vaut très très cher. J'ai bien compris. Ovocytes, sperme... Oh. À moi la fortune. Donc, la nature est devenue non plus du tout un ordre autonome, non plus du tout un ordre qui serait pris en considération par le droit, non. C'est le nouveau marché de demain. D'ailleurs, Google l'a très, très, très bien compris. Et là, le marché arrive avec le marché non seulement des humains, mais surtout le marché de l'humanité. Car enfin, des humains malades, estropiés, trisomiques, filles, oh ben non, c'est le marché de l'humanité qui nous est proposé. Enfin, si nous sommes des clients solvables, mais ça tombe bien, je le suis. Donc, moi, je me réjouis. C'est pour ça que je vous présente ces slides si optimistes, car je suis cliente. Donc, le marché de l'humanité, c'est quoi? Ben, c'est moi avec un grand H. C'est moi qui vais me reproduire par un clonage. Ça nous a été si bien décrit par le médecin. Où est mon prochain prestataire? Ah, vous êtes là. Donc, voilà le marché de l'humanité, une humanité parfaite. Une humanité dont on va pouvoir ôter toutes les maladies génétiques, toutes les maladies transmissibles. Une humanité à mon image. Alors, le droit, à quoi il sert là-dedans? Mais il sert à rien. Il sert à rien. Parce que sa juridiction, il a disparu. Vous savez, classiquement, en première année, première heure, on essaye de définir le droit. Et on dit, parce que le droit parle latin, en plus, vous vous rendez compte, donc, le droit parle en latin, dit,
Bon, il y a deux éléments dans le droit. Il y a la juridictio et il y a l'imperium. La juridictio, c'est le droit qui parle, qui dit quelque chose. Et puis, on s'aligne plus ou moins. Ça marche plus ou moins. Mais enfin, d'abord, il dit quelque chose. Et puis, pour donner de l'efficacité, on lui associe de l'imperium. Alors, la juridictio, là, c'est terminé. Car le marché va, lui, dire quelque chose. Alors, le droit ne dit plus rien. Il offre l'instrument contractuel. Et puis il dit, ah non mais c'est les pratiques, hein. Ah ben non mais regardez, ça se passe à l'étranger. Non mais je dis plus rien. Mais en revanche, et je vais vous donner mon tarif horaire, je peux vous rédiger les contrats. Ça, les juristes, il y en a partout. Des juristes, il y en a absolument partout. Mais en revanche, le marché a éventuellement un petit problème, c'est qu'il a besoin de force obligatoire. La force obligatoire, c'est le droit. Donc le droit, effectivement, vous en avez partout, parce que c'est l'impérium. Va venir le règne des juristes, non seulement le règne des médecins, non seulement le règne de la technologie et de la Silicon Valley, mais également le règne des juristes. La défaite absolue du droit, mais le règne des juristes. Qu'est-ce qui restera? Mais surtout, dites-moi bien que j'ai tort. C'est que tout va converger au bénéfice du marché. Tout va servir le marché. La nature qui va devenir son sous-jacent, les mœurs qui par magie, grâce au marché, vont devenir magiques. Les hommes vont devenir des mères, les femmes vont devenir des pères. Une personne unique va pouvoir devenir père et mère. Des morts vont pouvoir devenir des parents de nouveau-nés. Mais pourquoi pas? Mais allez-y, place à l'imagination. Et le droit va devenir l'enveloppe obligatoire des désirs de marché. Mais changeons tous de position, devenons tous intermédiaires. Il y en a vraiment un qui a tout compris, c'est Google. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que, a priori, sauf à ce qu'il y ait un instinct de raison, mais bon, pardon, n'étant pas rationaliste, je n'y crois pas, il y a un instant de raison. Le marché va devenir la loi première, l'alpha et l'oméga. Et tous les autres savoirs vont être priés de le servir. Alors, est-ce qu'il est possible que ça n'arrive pas? D'abord, peut-être que je me trompe, peut-être que tout ça est faux, peut-être que je n'ai pas assez lu, que je ne suis pas assez savante, que je ne peux pas citer assez d'auteurs. Et très certainement, je dois ne pas connaître assez d'économie et de droit, ça doit être ça. Mais peut-être qu'il y a un grand absent, c'est le politique. Car il y en a un qui détient le performatif, c'est le politique. Quand est-ce que le politique va parler? Si le politique parle, enfin, et Sylviana Gazinski a dit, le Premier ministre a parlé, que d'autres parlent, que les instances internationales parlent, ou bien que l'on dise que cela convient, pourquoi pas? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Je suis du bon côté du manche, que j'ai des tout petits MAFR qui courent dans les couloirs, mais ça me va très bien. Pour ma part, je ne suis pas indienne, je ne suis pas ukrainienne. Ça ne me pose pas de problème. Qu'il y ait de l'eugénisme partout, mais un monde composé des faibles blonds aux yeux bleus, ça ne me dérange pas. Donc, que le politique éventuellement parle, car pour ma part, je crois encore au performatif. Je vous remercie. Alors, je remercie beaucoup cet orateur qui a tenu son temps. Et si vous le voulez bien, nous avons un tout petit peu de temps pour des questions, surtout à Étienne. Et ainsi, nous pourrons passer à la session très importante sur l'enfant. William Burch, juriste, j'ai une question très courte et très simple. Au point de vue statistique, ça représente quoi la GPA? Il y a combien de GPA par an dans le monde, à peu près? C'est vous, vous savez ça.
Alors c'est vrai que pour ma part, et comme l'a très bien dit Étienne, je n'ai pas de réponse parce que le chiffre noir est quand même très important. Puisque du fait de la prohibition, et c'est vrai que dès l'instant qu'on prohibe, ça fait des pratiques cachées, on n'a pas les chiffres. Par ailleurs, et pour ma part, je ne nie pas la pertinence de la question, mais quand bien même il n'y en aurait que 3, déjà, je dirais que c'est un sujet très important. Mais après, nous sommes dans et Étienne a aussi raison de dire que ce n'est pas le problème des économistes que de prendre des positions de principe que lui, ensuite, si je peux reprendre la position d'Étienne Wasmer, lui se contente de s'ajuster. C'est aux politiques de dire que les êtres humains n'ont pas le statut de choses. Le jour où soit le politique l'a dit, ou soit le politique l'a laissé dire, y compris, par exemple, et je ne vise en rien Étienne Wasmer, certains économistes qui, tout à coup, quittant le discours économique pour prendre le discours normatif et traiter des êtres humains comme des choses, à ce moment-là, ça a été catastrophique au sens littéral. Donc, quand bien même il n'y aurait que 3 personnes qui auraient fait l'objet de ça, et nous savons bien que ce ne sont pas ces chiffres-là, il faudrait s'en soucier, et il y a, comme disait, tiens, je vais faire ma savante, comme disait Yankelevitch, il y a urgence morale, et égale urgence morale égale urgence juridique. Oui. Je pense quand même, enfin je ne veux pas vous contrarier, mais je crois qu'on n'a pas vraiment les chiffres parce que vous avez les chiffres ? Non, on n'a pas les chiffres parce que nous avons des personnes, enfin je me contente moi de voir des articles et je crois avoir lu beaucoup, mais comme ici beaucoup de personnes qui ont lu et des articles contre et des articles pour et des articles neutres et des articles, et à chaque fois les chiffres sont différents, et donc le fait qu'on n'ait pas les chiffres exacts n'est que la conséquence qui a déjà été indiquée du fait que c'est prohibé. Et dès l'instant que c'est prohibé, le chiffre noir, mais vous avez des personnes spécialisées dans la connaissance des chiffres noirs. Ça s'appelle les spécialistes de sociologie pénale. Donc, madame. J'imagine, mais là aussi, vous connaissez sans doute comme moi tous les études de sociologie et de sciences politiques sur le lobbying, je crois. Ici, il n'y a pas de master de lobbying à Sciences Po, il n'y en a pas ? Non, mais parce que, comme on est très anglo-saxon, il y a une grande valorisation, et pourquoi pas du lobbying. En tout cas, en droit, maintenant, il y a des masters de lobbying. Donc, il est certain, en tout cas, que ces entreprises intermédiaires, car c'est elles qui tiennent le marché, ce sont des marchés intermédiaires, ce sont des marchés, les personnes ne peuvent pas entrer directement en contact. Donc ce sont des marchés tenus, si on aime la régulation. Ce sont des marchés intermédiaires et tenus par les intermédiaires. Ce sont des intermédiaires qui sont soit venant des pays scandinaves, soit venant des États-Unis, et qui entretiennent une sorte de culture anglo-saxonne, et il se trouve, mais je vais prendre simplement mon prisme juridique, que ça correspond assez bien à une culture du juge et du contrat, et c'est très éloigné d'une culture de l'ex ante et de la législation. On va dire quelque chose comme ça. C'est bon ? Voilà. Oui. Bonjour, Carole Lapanouse, je suis responsable d'une association qui s'occupe de mères et d'enfants, notamment dans la lutte contre les violences qu'elles subissent. Évidemment contre la GPA, évidemment contre la marchandisation des ventres. Hallucinant, mais bon, ce monde est hallucinant.
je ne sais pas où il va, vous donnez une perspective d'avenir qui me semble effrayante, mais hélas, toujours possible. La GPA serait peut-être pour une fois un moyen de donner un prix pour ce qui, dans certaines sociétés industrialisées, est devenu accessoire. Je voulais parler de la maternité. Le féminisme des années 70 que vous évoquiez n'a pas du tout aidé les mères. On a trouvé la maternité aliénante, un esclavagisme. Moi je ne suis pas de cette génération, je trouve ça les propos délirants, mais bon. Seul le travail rémunéré et extérieur sera donc gage d'indépendance pour ces femmes. Je dis travail rémunéré parce que les femmes ont toujours travaillé. Elles ne sont pas jamais tourné les pouces, me semble-t-il. Et évidemment, on termine avec les idées incroyables de Madame Badinter, qui est quand même une féministe entendue, écoutée, et terriblement. Oui, et quelle est votre question ? Alors voilà, non, je voulais revenir à ça parce que le cadre est quand même. Je pense qu'on part de là. C'est un petit peu ce que disait cette personne au niveau de. Oui. Voilà, je pense qu'on part de là. Je pense que le lien mère-enfant qui a été évoqué par Monsieur Chiche, merci infiniment, est aujourd'hui dénié. Il est balayé à un arrasement des genres, une parentalité qui n'a pas de différenciation, ça n'existe pas, et ça va jusque dans les cours de justice où effectivement on demande à des mères de laisser des bébés, d'avoir une séparation très rapide avec leurs enfants, voire d'arrêter des allaitements. Bref, le respect de la maternité, me semble-t-il, la reconnaissance des berceaux de vie, la bientraitance de ces berceaux de vie, me semble aujourd'hui dans une société, en tous les cas française, très loin d'aller dans le bon sens. On sait qu'il y a 75 lits en France dans les unités mère-enfant pour les burn-out, les dénis de grossesse, des choses, la difficulté maternelle. Donc, moi, ma question, elle va être simple. Elle est peut-être aussi, en lien avec ce que vous disiez. Pardon, je m'en excuse. Est-ce qu'il me semble fondamental de faire marche arrière, bien sûr, de valoriser les femmes, leur maternité, pour celles qui le souhaitent, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'avoir des enfants, et de bien traiter les berceaux de vie pour les futurs citoyens de demain. Est-ce que c'est complètement illusoire d'imaginer qu'on puisse faire marche arrière dans l'avancée de ce qui se passe aujourd'hui et peut-être demain? Merci. Peut-être on a... mais le fait que la question soit récurrente montre son importance. Ça dépend si vous croyez aux politiques ou si vous n'y croyez pas, et si vous croyez à une alliance possible entre la société civile et l'opinion publique qui, elle, peut tout à fait être mondiale, ou si vous n'y croyez pas, et si vous croyez à la puissance de la rencontre des deux. Si vous n'y croyez pas, écoutez, laissez tomber tout de suite ce dossier, car les forces de l'argent sont contre vous. Si vous y croyez, aidez le politique, car le politique tout seul, il pourra, il me semble, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que le politique tout seul, il peut pas. Mais la société civile, elle gouverne pas. Celui qui gouverne, mais je parle de ce que je ne connais pas, mais il me semble que celui qui gouverne, ça reste le politique. Si nous ne croyons plus au politique, nous ne pourrons pas arrêter ce phénomène. Mais pour ma part, je crois à l'alliance des deux. Peut-être vous voulez dire un mot. Oui. Oui. Oui, Carole Barjon. En attendant une éventuelle convention internationale, certains évoquent déjà la possibilité d'inscrire l'interdiction de la GPA dans la Constitution. Est-ce que pour vous, ça peut être une solution, ou est-ce que c'est plutôt une fausse solution qui ne résoudrait rien? Merci. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Hervé Lemeur. Pardon? Excusez-moi. Pour ma part, je trouve que cette pauvre constitution, elle est déjà un petit peu, vous voyez, on lui a mis des tas de trucs, la malheureuse, c'est quand même des très très grands textes qui gagnent à n'être pas trop boursouflés. Or, je rappelle, ne serait-ce que ça, la réserve d'interprétation dans cette excellente décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013, qui a validé la loi du mariage homosexuel, en disant que, bien entendu, cela laissait intacte la prohibition des contrats de mère porteuse, dans un considérant très très clair, ce qu'on appelle une réserve d'interprétation. Une réserve d'interprétation dans une décision, cela vaut
insertion dans le bloc de constitutionnalité. Ça vaut inscription dans le droit constitutionnel. Donc ce n'est peut-être pas la peine d'écrire dans le texte constitutionnel qui gagne à garder sa pureté, il me semble. Donc ça a déjà valeur constitutionnelle par cette insertion très bienvenue. Et tout à fait au bon moment, dans la bonne décision. Oui. Moi, Jacques Ninet, je suis économiste hétérodoxe et je trouve qu'on parle beaucoup du marché et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, en 1944, il y a un économiste qui s'appelle Polanyi qui a écrit un livre qui s'appelle La Grande Transformation, dans lequel il dit très clairement qu'il y a des biens qui ne sont pas produits pour être vendus et qui doivent être restés en dehors du marché. Et il cite la terre. Alors aujourd'hui, on parlerait des ressources naturelles, le travail et la monnaie. Et je pense qu'aujourd'hui, il rajouterait toutes les ressources naturelles dont on a parlé, les ovocytes, etc. Voilà. Et alors, ce qu'il dit, c'est que le jour où ces biens deviendront marchands, par le mécanisme de passivation qui a été décrit, alors ce sera la fin de la société et la fin de l'homme tel qu'il est. La deuxième chose, c'est que, en fait, quand on parle du marché, là, on parle toujours du marché néoclassique, c'est-à-dire le marché qui est équilibré, l'offre et la demande, des agents qui ont la même rationalité et tout va bien. Et comme ça, on légitime. On a le Lebensraum, après on a le Lebensborn, après on a les petites filles des places de mai. Et puis maintenant, comme c'est le marché, alors là, on peut le faire. Donc, cette utilisation du terme de marché, je trouve qu'il faudrait nettement l'approfondir, parce que notamment quand on parle de marché du travail, en économie néoclassique, on dit que c'est un marché comme les autres, mais c'est un marché qui en réalité est à l'envers des autres, puisque c'est le citoyen consommateur qui offre et l'entreprise qui demande. Donc je pense que dans le débat, de mon point de vue là, vous dites que le marché va gagner ou le marché va gagner, c'est le marché d'aujourd'hui, c'est l'idéologie du marché néoclassique d'aujourd'hui, c'est pas le marché éternel de l'humanité. Je vous renvoie à Braudel sur le marché initial. Non, mais nous pouvons accumuler toutes les références, mais si vous voulez, mais ici c'était simplement des ordres, hein, et de toute façon, ici c'est pas la question. Bon, mais vous avez raison. Je ne peux pas me dire. Et Étienne se tait, donc on ne peut que... Bon. Dernière question, parce que... Mais c'est... Parce qu'il me disait qu'il avait désespérément... oui. Mais oui. Oui, l'enfant. Bon. Et quand l'enfant parle. Alors, moi, je voulais dire, en fait, le plan des interventions... Pardon, je croyais que c'était madame... le plan des interventions a été divisé entre 3 intervenants essentiels, avec en plus vous avez rajouté les intermédiaires. J'aimerais bien vous proposer 2 autres types de personnes qui me semblent avoir été oubliées, et que j'avais rédigé dans un rapport en 2009 pour la commission de révision des lois de bioéthique. Le premier, c'est l'autre enfant. Imaginez la gestatrice. Elle a un autre enfant et il voit le ventre arrondi. Il dit ah non, lui on va le donner. Cet autre enfant m'intéresse. Mais là, monsieur, on va en parler tout de suite après. D'accord. Donc, et le deuxième point, c'est aussi un point, que... mais c'est en fait des intervenants qui sont oubliés, c'est les hommes. Je connais un exemple d'un millionnaire anglais qui, justement, grâce, entre guillemets, à ses mères porteuses, a dit puisque je n'ai pas eu le temps de trouver la femme qui me convenait, et vous voyez tout ce qu'on pourrait mettre dans tout ça, il a eu recours à une mère porteuse. Je prétends que c'est véritablement l'élimination de autrui dans sa place symbolique. C'est pas un retour à l'âge de pierre, comme à moi qui suis écologiste on me reproche, c'est un retour à l'âge de la bactérie, ce qui n'est pas très désirable, je trouve. J'aurais aimé aussi signaler le livre d'Alexis Escudero, ainsi que toutes les manœuvres de mépris et de violence dont Marie-Josée Bonnet ainsi que lui sont des victimes. Ils sont traités de fachos, d'homophobes, etc. Je pense qu'avec cet exemple-là, on voit bien qu'il n'y a pas plus proche de l'antifascisme que le fascisme. Bon, alors, oui. D'abord, les frères des enfants, on va en parler dans la session de l'enfant que j'aimerais pouvoir commencer. Et deuxièmement, il me semble que jusqu'à présent, nous avons été polis, nous n'avons donné de nom d'oiseau à personne et nous allons continuer ainsi. Peut-être vous vouliez intervenir je voulais quand même, non pas donner des noms d'oiseaux, mais tout de même faire juste une ou 2 remarques, parce que je vais essayer d'aller vite concernant les exposés que nous avons écoutés. D'une part, à propos de celui de monsieur Étienne Wasmer, qui sans arrêt parle des dérives de la gestation pour autrui, des méfaits éventuels
de la gestation pour autrui qu'il est très difficile de mesurer, etc. Et qui explique que la prohibition, c'est toujours à double tranchant, ça peut avoir certains effets, etc. Et qui ne s'interroge pas, ou qui laisse totalement de côté, la question de principe. Alors, il n'y a pas que les philosophes qui s'intéressent aux questions de principe. Je pense que les juristes aussi, mais surtout les politiques et surtout le législateur. Il y a quand même des principes. Donc, comparons à des questions de principe comme l'esclavage, comme la domesticité sous l'Ancien Régime. Qu'est-ce qu'on a dit? On a aboli ces pratiques sociales parce que la personne n'était pas aliénable. On a dit en 1793, la personne n'est pas aliénable. L'être humain n'est pas aliénable. Nous disons, nous, aujourd'hui aussi, nous sommes quelques-uns à dire, que la personne de la mère, c'est-à-dire sa chair, son corps, son ventre, n'est pas aliénable. Ce qu'a dit la Cour de cassation en 91, une grossesse, ça ne se détache pas du corps de la mère, donc ça ne se donne pas, ça ne se vend pas, ce n'est pas séparable. C'est un principe. L'enfant est une personne, il n'est pas aliénable. Donc, il ne peut pas se donner ou se vendre. À partir de là, si l'aliénation en tant que telle apparaît comme une injustice, évidemment, c'est fondé sur rien, pas plus que l'esclavage, pas plus que l'égalité. Hannah Arendt, c'est pas pour faire une référence, mais disait on ne peut pas démontrer que les hommes sont libres, égaux entre eux. C'est pas une démonstration, c'est un principe qui est affirmé à un moment donné par une certaine autorité. Donc, si on accepte ce principe, on ne peut plus parler de dérive ou de méfait. Ou alors, il aurait fallu, et je continue l'analogie avec l'esclavage, il aurait fallu dire « Ah, mais attendez, l'esclavage, oui, mais il y en a qui consentent à être esclaves. Et puis après tout, est-ce que ça a vraiment des effets redoutables sur les esclaves? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ont des problèmes psychologiques? Est-ce qu'ils ont des problèmes physiques? Pas toujours. Donc vous voyez, c'est pas cet aspect-là psychologique, là, les pseudo-méfaits, etc., ne sont pas essentiels à la question. C'est juste la remarque que je voulais faire. Et puis aussi vous faire remarquer que vous aviez très mal lu le rapport de la CEDH, en tout cas distraitement. Parce que justement, elle précise que les enfants nés de mères porteuses à l'étranger qui vivent en France vivent dans des conditions familiales absolument normales. Elles sont reconnues comme telles. Et que la seule question qui se pose vraiment, c'est notamment la nationalité. Donc la France a répondu, le politique a répondu. Il sera peut-être possible, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, d'attribuer la nationalité sur la base de l'état civil étranger et non pas sur la base de l'état civil français. Et enfin, la CEDH, bon ça j'ajoute comme commentaire, qui parle du trouble créé pour l'enfant qui est né d'une mère porteuse à l'étranger qui revient en France et qui ne s'interroge pas une seconde sur la décision délibérée des parents de faire naître des enfants dans des conditions qui sont pour eux un préjudice fondamental, c'est-à-dire des enfants qui vont être qui sont effectivement séparés de la mère à la naissance, dont on va être obligé de bricoler ensuite une filiation, dont les parents savent d'avance qu'ils ne sont pas normalement français. Ils le savent puisque la loi dit non, en France c'est pas possible. Ils savent que leur enfant ne peut pas être français, ils vont le faire à l'étranger, donc ils font des petites ressortissantes américaines, comme c'est le cas pour les époux Ménesson. Ils reviennent et ils disent à la législation française et à l'autorité de la loi: vous êtes responsable si mes enfants sont américains. C'est hallucinant, proprement comme raisonnement. Bon, je voulais juste préciser ce point. Et puis faire une petite remarque qui n'est pas vraiment une question à Diane Richard. C'est-à-dire que si on dit que la personne est inaliénable, si l'enfant est une personne, vous ne pouvez pas le faire entrer dans le régime du don et contre-don, comme vous l'avez fait, parce que le don et le contre-don, depuis le célèbre article de Marcel Mauss, consiste à donner des biens, donc des propriétés. Ce qu'on peut donner, c'est une propriété. Si l'enfant n'est pas une propriété, c'est pas la propriété de sa mère, c'est pas la propriété de ses parents. Donc, ça n'a pas de sens de dire qu'on donne un enfant. Et vouloir inscrire le paiement
de la mère porteuse et de l'enfant dans le cadre d'un régime don et contre-don ne fonctionne pas. Bon, donc, si vous voulez bien répondre, et après, nous passons à l'enfant. Je pense qu'on n'a malheureusement plus le temps de développer tout ça, mais simplement, la négation de la nationalité est une violence. Non, je refuse qu'on fasse l'exagération. La liberté de circuler, c'est quand même, on peut pas dire que ça soit une vie normale. Bien, je voudrais que l'exégèse des arrêts de la CEDH ne soit pas faite entre de non-juristes, parce que pour des oreilles de juristes, c'est aussi une souffrance. Donc, s'il vous plaît. Mais peut-être juste un dernier mot. J'ai trouvé les réactions extraordinairement pessimistes. Je comprends cette histoire de principe. Je trouve que l'analogie avec l'esclavage est forcée. Je la trouve très forcée. Et je trouve ça en tout cas. Et je trouve ça très pessimiste. Revenir à l'âge de la bactérie, de l'âge de pierre, ça m'étonne. Voilà, je pense que le monde qu'on est en train de construire et qui est caricaturé un tout petit peu en disant le marché va tout dominer, c'est faux. Quand le marché est toxique, et il l'est assez souvent, les anticorps se mettent en place spontanément. Il y a des formes d'organisation de l'activité qui ne passent pas du tout par le marché tel que vous le concevez. Donc voilà, je dis simplement, ne soyons pas si pessimistes que cela. Voilà. Espérons. Bon. Écoutez, nous allons nous écharper après la session sur l'enfant, si vous voulez bien. Donc, parce que c'est vrai que on a beaucoup reproché aux différents débats et articles de ne parler que de l'enfant et jamais de la mère. Là, nous ne parlons que de la mère et jamais de l'enfant. Donc, faisons maintenant place quand même à l'enfant avec les différents intervenants. Question très très courte. Parce que je ne pourrais hélas pas assister à la fin de la séance, si c'est possible. Une minute. D'accord. Enfin, j'essaye. 2, en fait. Voilà, parce que je ne vais pas réussir en 1 minute. Ça y est, je viens de perdre 30 secondes. Ok. Donc, je voulais vous dire, Monsieur Wasmer, ce que vous dites, c'est déjà en fait une position idéologique et une certaine croyance. Donc, dans un monde de pluralisme de valeurs et de croyances qui sont incommensurables et incompatibles, enfin, je veux dire, de quel droit, non pas au sens juridique, mais de quel droit pourriez-vous dire que le marché permettrait, vous avez parlé tout à l'heure dans votre exposé, le marché permettrait un échange non marchand. Je crois qu'on va passer à l'enfant parce qu'on ne peut pas dire à un professeur d'université de quel droit, dites-vous ce que vous dites, il dit ce qu'il veut. Voilà. Non, mais ce que je veux dire... oh là là. Étienne, on va aller boire un café ensemble, tranquillement. Bah tant pis. Bon, alors, Étienne, prenez le temps que vous voulez pour répondre. Non, mais c'est parce que vous parliez des échanges non marchands au sein de la question du marché, alors qu'il me semblait que finalement ce colloque très intéressant portait plutôt sur les dérives du néolibéralisme et la mondialisation qui fait des échanges inégalitaires que sur le marché classique. Donc, s'il y a des échanges non marchands, il n'y a plus de question de marché ni de droit. Et on s'arrange. Oui, c'est un peu ce que je dis, je crois, non ? C'est qu'il n'y a pas que l'échange marchand. Il y a des formes d'organisation non marchandes qui se mettent en place. Et je crois que c'est une tendance naturelle des sociétés. Donc, ramener tout ça à un échange marchand en lui attachant toutes les valeurs ultra-libérales, etc., je pense que c'est passé à côté de la question. D'accord. Non, mais c'était pour... Si vous pouviez donner un exemple, c'est-à-dire... Si on pouvait passer à la session sur l'enfant. Non, mais je sais pas que je voudrais insister, mais là, on avait réussi à tenir les horaires. Pardon d'être aussi trivial, mais à la fin, je vais perdre mes intervenants et c'est eux qui auront raison et moi qui aurai tort. Donc, je peux demander aux intervenants prochains de venir. Voilà. Et je vous prie de m'excuser pour le retard. Voilà.